Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur PTV. Aujourd'hui, un entretien qui me tient particulièrement à cœur. Mon invité est réalisateur et scénariste. Il a fait ses armes en autoproduisant ses courts-métrages primés en festival. Et il signe aujourd'hui son premier long-métrage, Une affaire turque. Un thriller avec Lionel Erdogan, Charles Berling et Lubna Azabal en salle le 12 août. C'est l'histoire de Mathieu, un avocat brillant promis à une belle ascension, jusqu'à ce qu'une affaire de corruption le ramène vers le monde qu'il a pensé avoir quitté. Eh bien, merci. Aslında biliyor musun burada da avukata ihtiyacımız var. Je suis content d'être là. C'est bien de se retrouver comme avant. Je peux te demander un service. C'est un jeune du quartier. Il s'est fait agresser par un client. Mais genre raciste, tu vois. Moi, je veux qu'il paye. Je peux faire confiance à personne d'autre. L'air, c'est le neveu de l'ancien ministre de l'Intérieur. Il est intouchable. Mais la victime a une preuve. Il y a une vidéo. Si on a la garantie que l'affaire est enterrée, c'est bon pour nous. Hüseyin Aydın Gürsoy, bonjour et merci d'être avec nous. Bonjour, merci. Avant toute chose, comment vis-tu cette dernière ligne droite avant la sortie du film? Très très bien. Vraiment, on a eu plusieurs avant-premières, on en a encore quelques-unes et on a de très bons retours, aussi bien du public, aussi des associations franco-turques qui nous ont fait plaisir d'assister à certaines projections. Donc on est très content de la réception du film et des différents retours. On a hâte de le partager avec tout le monde le 12 août. Alors, c'était fatigant ou difficile un peu sur ton emploi du temps d'organiser cette journée comme tu es en pleine promo actuellement? Oui, Tu voyages pas mal d'une ville à l'autre. oui, c'est vrai que ça prend du temps en effet de se déplacer, de faire plusieurs villes, etc. Mais ouais, voilà, c'est le jeu. Nous, c'est toujours un plaisir aussi d'aller à la rencontre du public. On n'a pas toujours l'occasion, quand on sort un film, voilà, d'être dans différentes villes, après à vraiment rencontrer le public, parce que il va être diffusé dans plusieurs cinémas à sa sortie, mais on sera pas présent partout. Donc c'est vraiment une opportunité pour nous d'être en contact, de sentir un peu le public, des réactions, etc. Donc c'est un peu fatigant, mais c'est toujours un plaisir. Il y a encore un programme chargé jusqu'au 12. Là, on continue les avant-premières. Donc, on a toute une semaine qui nous attend dans plusieurs grandes villes, à Bordeaux, à Lille, Strasbourg notamment, et le sud de la France. Donc, le jour de la sortie, on a voilà, un programme qui va être assez chargé aussi. On va clôturer cette première journée de sortie au cinéma Le Méliès à Montreuil, en Mhm. partenariat avec l'association Montreuil, l'amicale Montreuil-Turquie. Donc ça va être une belle façon aussi de clôturer cette première journée de sortie du film. Bon, bah, très bien, bon courage, beaucoup de force à toi. Alors, Hussein, avant de parler du film, j'aimerais qu'on parle du chemin. Toi, tu as commencé en autoproduction. Tu cofondes Quadrangle Production en 2011. Tu produis toi-même la 14e, puis 8 mois. Tu as tout fait toi-même avant d'être accompagné par des producteurs. Qu'est-ce que ce parcours d'artisan t'a appris que l'école n'enseigne pas? C'est vrai que faire une école de cinéma, ça apporte nécessairement plein de choses auxquelles moi je n'ai pas eu accès. Je suis autodidacte, mais en faisant des courts-métrages amateurs, enfants, etc., voilà, j'avais vraiment un goût pour les récits et la narration cinématographique. Ce que ça m'a appris, c'est que bon, déjà, si on y met aussi beaucoup d'énergie et on fait ces recherches, on a la possibilité d'apprendre à écrire à travers les ouvrages, etc., en lisant aussi beaucoup de scénarios. Lire beaucoup de scénarios, Mhm. moi, ça m'a beaucoup aidé à comprendre comment se structure un scénario, etc. Donc voilà, j'incite tous à lire beaucoup de scénarios. Il y a des scénariothèques aussi en ligne. Et peut-être une des clés de ce chemin-là, moi, ce qui m'a permis, c'est un peu aussi la motivation, la forte envie de faire des films. J'ai écrit beaucoup de films aussi qui ne se sont pas faits pour différentes raisons. Là, on parle de certains courts-métrages que j'ai réussi à autoproduire, que j'ai réussi à développer avec des sociétés de production, mais c'est vrai que il faut beaucoup écrire et accepter aussi que certains Mhm. projets ne se feront pas. Donc il y a
forme d'acceptation de l'échec et de ne pas rester sur un échec, de savoir Mhm. rebondir. Et surtout, ce qui était important dans ce parcours pour moi, c'était d'être prêt, dans le sens où lorsque j'ai les producteurs que j'ai rencontrés sur les courts-métrages suivants que j'ai fait, troisième et quatrième court-métrage, quand ils m'ont dit est-ce que tu as quelque chose à faire lire, j'avais quelque chose à faire lire. Donc ça, c'est Mhm. très important d'être, quand on a voilà, des opportunités, un peu de chance de rencontrer telle personne à tel moment, si on veut devenir scénariste ou réalisateur, d'avoir quelque chose à faire lire. En cela, moi, voilà, j'avais toujours quelque chose, j'étais toujours en écriture constamment. Et donc ça m'a beaucoup aidé à poser un peu les pierres de ce parcours artistique. Alors, j'ai un peu regardé ton parcours. Tu n'as pas, tu es autodidacte en cinéma, mais évidemment, pour faire de la réalisation, pour être réalisateur, il faut quand même des connaissances techniques. Toi, il me semble que dans ta formation universitaire, tu as eu une formation qui t'a un peu aidé, qui t'a donné une base sur ça. Toi, enfin, il fallait compléter quoi dans ton parcours? Oui, tu avais un intérêt pour le théâtre, pour l'art, mais il y a quand même l'aspect technique pour Oui, être réalisateur. Par rapport à ta formation, qu'est-ce que tu avais comme base et tu as dû compléter quelle partie? oui, oui. En fait, moi, j'ai fait des études en informatique. Et alors, dans le cinéma, quand on est réalisateur, on n'a pas nécessairement besoin de compétences techniques très approfondies. Dans le sens où moi, je travaille avec un chef opérateur qui va être en charge de la lumière, de la caméra, etc. Et c'est lui qui on va avoir des discussions de mise en scène, de colorimétrie, etc. Mais euh, je ne vais pas lui dire, en tout cas moi, à mon niveau de connaissance, je n'ai pas la connaissance de dire, voilà, c'est telle caméra qu'on doit utiliser ou c'est tel objectif qu'on doit utiliser sur tel plan, etc. C'est une collaboration artistique avec le chef opérateur, donc il y a beaucoup de choses techniques approfondies sur lesquelles moi je vais me reposer sur les chefs d'équipe. Pour l'ingé son, la chef déco, etc. On a toujours des discussions artistiques, mais sur la partie technique, ça va surtout reposer sur eux. Mais là où mes études m'ont beaucoup aidé, je pense, c'est sur peut-être une capacité à m'organiser, à déléguer. Mhm. Moi, dans l'informatique, on nous apprend à travailler en équipe, à travailler comme chef d'équipe. Et ça, c'est une qualité qui est, je pense, nécessaire en tant que réalisateur. C'est Mhm. d'arriver à se reposer sur l'équipe, en fait, sur les chefs d'équipe, etc. Donc ça m'a beaucoup aidé, je pense. Et surtout, une chose que aussi je disais souvent, c'est d'arriver à avoir vraiment de la clarté sur les échanges, de faire en sorte vraiment qu'on se comprenne et que dès qu'il y a peut-être une ambiguïté ou quelque chose qui n'est pas clair, qu'on s'assoie et qu'on en discute. Voilà, ça c'est des choses, des méthodes aussi qu'on apprend voilà, dans mon parcours universitaire, appliqué dans le domaine informatique, pour s'assurer que voilà, la mission est bien comprise, que les tâches sont bien distribuées, que le suivi du projet est bien fait. Donc, dans ce suivi de projet, tout ce que j'ai appris en informatique, voilà, je l'ai un peu appliqué dans les tournages, dans la préparation du tournage, etc. Et je pense, voilà, ma façon de déléguer aux différents chefs de poste a permis aussi au film de se faire et aux différents chefs d'équipe de vraiment pleinement s'engager dans la fabrication du film. Pour quelqu'un comme moi qui connaît pas grand-chose sur la technique de la réalisation, je comprends que pour être réalisateur, il faut savoir déléguer, mais il faut savoir aussi justement se situer un peu au centre pour articuler avec les compétences des autres. C'est comme ça. Oui, Voilà. Pour être sûr que j'ai bien compris. oui, Euh, et le passage du court-métrage au long. Bon, évidemment, je peux comprendre que enfin, un réalisateur veut travailler sur un long métrage, c'est le but, je pense. oui. Mais toi, dans ton parcours, cette transition s'est faite comment? Alors moi, dès que j'ai commencé à écrire du court-métrage en parallèle, j'écrivais aussi différents projets de long-métrage et j'ai toujours aspiré à passer au long-métrage. Voilà. Le format court-métrage est un format à part entière qui a son intérêt, mais c'est vrai que dans le système du cinéma en France, en tout cas, on s'en sert principalement comme carte de visite pour passer Mhm. au... Donc moi, j'ai toujours écrit du long-métrage et d'ailleurs, mon dernier court-métrage
euh, que j'ai réalisé, en parallèle, j'ai écrit une version longue. Il y avait cette idée peut-être d'en faire un long métrage. Finalement, cela n'a pas été possible, voilà, pour différentes raisons, comme beaucoup de projets. J'avais écrit un peu l'histoire d'un personnage transfuge de classe, un peu de mon Mhm. côté, dans un récit qui est tout autre que ce qu'on a écrit et que j'ai réalisé par la suite. Mais j'avais envie, à la fin une fois que j'avais fait mon quatrième court-métrage, d'être accompagné par aussi une personne expérimentée dans l'écriture du long-métrage, un Mhm. co-auteur, parce que je ressentais le besoin, voilà, structurer, écrire un long-métrage, c'est beaucoup plus dense, c'est beaucoup plus complexe d'arriver à tenir un récit sur 1 heure et demie, 2 heures de film. Donc j'avais vraiment envie d'être accompagné et c'est là que j'ai contacté Ludovic Duclari, mon co-auteur sur le film, j'ai contacté sur Twitter. Enfin, c'est lui, il prodigue beaucoup de conseils en écriture, etc. C'est quelqu'un qui a une longue expérience de coécriture, d'écriture, de script doctoring. Donc je l'ai contacté en disant, voilà, j'ai un projet, j'ai écrit un 10 pages, un résumé de 10 pages d'un projet de long métrage sur un transfuge de classe, qui n'était pas du tout ce film-là. Il a eu la curiosité, voilà, de me lire, de lire le projet. On s'est rencontrés et il m'a dit, écoute, ton parcours, ce que tu veux raconter, l'histoire du transfuge, la communauté turque, c'est très intéressant, mais voilà, ton projet n'est pas un peu dans tous les sens, ce qui était vrai. Mais on se pose, on part de zéro, on parle de cette thématique, on construit un récit ensemble et on est partis tous les deux dans l'écriture de ce film et de la construction de ces deux personnages, Mathieu Mustapha et Abdullah. Mhm. Comme ça qu'on a démarré une écriture qui a duré près de 3 ans. Super. Euh, une affaire turque sur le papier, euh, ça aurait pu donner un drame social. Ouais. Quand j'ai regardé le film, c'est ce que enfin, je m'attendais un peu à ça. Et c'est presque, voilà, on attendait à ça. Et toi, tu as choisi le thriller. Mm. Pourquoi ce genre? Qu'est-ce que la tension du thriller permet de dire que le drame ne permettrait pas? Ça, c'est un genre, moi, au fur et à mesure de mes courts-métrages, vers lequel je me suis approché, disons, à mesure que je faisais des films. Par exemple, mes 3 premiers courts-métrages sont des drames sociaux. Mhm. Notamment le troisième, Une toile d'araignée, qui parle voilà, d'une famille franco-turque avec un conflit père-fils qui sont peintres en bâtiment. C'est un drame social. C'est assez, on va dire, sage dans le sens de la tension, etc. Et sur mon dernier court-métrage, Partir en poussière, j'avais envie de questionner le rapport à la violence, le rapport à la violence psychologique. Les personnages subissent voilà, dans des moments de tension et aussi la violence physique, quelque part. Mhm. Dans Partir en poussière, c'est l'histoire d'une mère de famille clandestine, voilà, qui travaille dans le textile, un peu comme beaucoup de parents issus de la communauté turque ont fait dans les années 90. Va être confrontée elle va aller chercher le patron qui leur doit de l'argent et va être confrontée à cette violence psychologique et quelque part physique dans le film. Mhm. Euh, Moi, c'est le cinéma de James Gray, réalisateur américain, qui m'a vraiment conforté sur l'idée qu'on peut tout à fait faire un film très personnel, quel que soit le genre de film qu'on traite. Donc, lui, il a fait des polars, il a fait La nuit nous appartient, il a fait des films de science-fiction, et il a toujours parlé de son intimité, de son intime de famille, etc. Donc je me suis dit, OK, en fait, on peut faire, quel que soit le genre de film, on peut faire un film très personnel, très intime. Mhm. J'ai expérimenté ça avec Partir en poussière. Et puis, quand on est venu l'idée d'une affaire turque, avec Ludovic, on avait très envie d'installer une tension très, très forte dès le départ. Une tension qui va monter crescendo pendant tout le film pour questionner aussi la violence psychologique d'abord qu'on peut subir quand on est confronté aux questions de discrimination raciale Mhm. en France, et aussi bah, un film qui va un peu, qui va être une fuite en avant avec une violence physique quelque part qui va déborder de tout cela.
Donc, on avait envie de questionner le rapport à la discrimination à travers les questions de violence. Alors moi, quand j'ai regardé le film, j'ai senti vraiment ce côté thriller parce qu'on tient son souffle en fait. On se dit, voilà, c'est fini, ça va se calmer, il y a un autre événement qui vient. Et j'ai vraiment ressenti cette tension. C'est pour ça que enfin, j'ai pensé que c'était vraiment un très bon choix et ça vous attache jusqu'à la fin. Puisque avec le personnage de Mathieu, on sent un film qui commence plus sur un style français, dans la pudeur, dans le silence, etc. Et là, on ne peut pas lâcher le film, on s'ennuie pas jusqu'à la fin. C'est pour ça que j'ai trouvé que c'était vraiment un très bon choix. En tout cas, moi, de mon point de vue, ça allait très bien. Alors, tu as un peu partiellement répondu à ma question. Je voulais te poser la question de, pendant ce parcours, en fait, il y a eu des films, des cinéastes qui t'ont nourri. Tu m'as partiellement répondu, mais est-ce que tu veux rajouter quelque chose sur ça? Quels sont les films? Enfin, dans tes projets, j'ai bien compris qu'il y avait beaucoup d'éléments personnels de ce que tu as observé, même si tu ne l'as pas vécu personnellement, c'est ce que tu as observé dans ton milieu qui t'apporte aussi une richesse avec cette double appartenance. Mais en dehors de ça, pour accompagner vers une traduction artistique et technique, est-ce qu'il y a des films que tu veux mentionner, des Oui, cinéastes qui t'ont nourri pour ça? bien sûr, il y a tout le cinéma de Jacques Audiard, grand cinéaste français, qui a été une vraie source d'inspiration pour nous dès l'écriture du film. Un film comme De battre mon cœur s'est arrêté, qui parle aussi d'un personnage qui est un peu un malfrat, qui va essayer de trouver sa place dans le monde de la musique, qui veut devenir pianiste. C'est un super film qui nous a beaucoup inspiré dans l'écriture. Donc tout le cinéma de Jacques Audiard et aussi le cinéma de Rodrigo Sorogoyen, qui est un réalisateur espagnol mais francophone, en tout cas qui a travaillé aussi avec des comédiens français sur un film comme Asbestas. Et il a fait un film qui s'appelle El Reino, qui est un film Mhm. espagnol et qui est un film politique sur un homme politique, voilà, où les choses, où il perd un peu pied sur une affaire de corruption et c'est une montée en tension permanente pendant tout le film. À chaque fois, Mhm. il essaie de résoudre un problème et ça en crée un autre encore plus grand. Et donc, ce film-là est aussi une grande source d'inspiration pour nous dans le rythme qu'on veut poser au film, en tout cas qu'on a essayé, sur toute la dimension politique du film. Et en effet, voilà, je pars d'un vécu personnel. Il y a aussi le vécu de Ludovic, il a mis aussi beaucoup de choses, lui, dans le film. Mais on avait cette envie de ne pas calquer le film sur, par exemple, mon vécu, mais de s'autoriser à s'en éloigner pour exploiter tout le langage cinématographique, voilà, toute l'intrigue, les rebondissements, la dramaturgie qu'on pouvait mettre dans le film. On s'est autorisé à s'éloigner de nos vécus personnels. Bah justement, la question suivante, comme tu as coécrit le scénario avec Ludovic de Clary, et donc l'écriture à quatre mains, c'est un exercice que je Oui. connais bien, j'ai moi-même écrit un livre à deux. Je sais ce que ça demande, accepter que l'autre touche à ce qu'on a de plus personnel. Comment ce duo s'est construit? Tu as partiellement répondu, mais sur quoi, par exemple, vous n'étiez pas d'accord? Alors comment on a coécrit? Moi, quand je l'ai rencontré, je lui ai dit déjà, je lui ai proposé un dispositif d'écriture assez précis, c'est que Ludovic, c'est quelqu'un qui écrit à plein temps. C'est vraiment son métier de base. Il a plusieurs projets d'écriture qui avancent à certains stades, qui sont produits, qui sont développés, etc. C'est le cœur de son métier, l'écriture. Moi, ce n'est pas vraiment le cas parce que, dans le sens où j'ai fait des études en informatique, je travaille dans l'informatique et j'y travaille toujours. Et lorsqu'on s'est rencontrés, je lui ai dit, voilà, moi, le dispositif que je te propose, c'est que moi, j'ai un travail en informatique à plein temps. Et j'ai pas Mhm, l'intention de quitter mon travail pour me lancer dans l'écriture. Donc, je vais proposer un dispositif où on ferait beaucoup de visio en fin de journée, moi, quand je finis le travail, etc. Et on fait un ping-pong de versions. Et par moment, peut-être une ou deux fois par mois, on se voit, on se pose et on peut écrire ensemble. Il m'a dit, OK, on essaie ce dispositif. On ne se connaissait pas vraiment à l'époque. Enfin, on s'était rencontrés. Et en fait, ça a très, très bien marché parce qu'il y a une vraie relation de confiance qui s'est installée.
Lui, il a apporté beaucoup d'idées sur la table pour les personnages, etc. Et moi, bien sûr, j'ai apporté toute la dimension culturelle de la communauté turque. Et ce qui était comme très intéressant dans notre collaboration, c'est que c'est intéressant que lui il comprenne aussi Mhm, les détails de la communauté turque, quand il lit, il arrive à comprendre que mhm, ce détail-là ait une portée universelle, que ce ne soit pas uniquement compréhensible par la communauté turque. mhm, Ça, c'était un vrai exercice de travailler avec lui en ce sens-là, sur ce point précis, parce que quand il comprenait pas, justement, ou c'était pas clair, il revenait dessus, il disait voilà, là c'est pas, là je comprends pas, etc. Et voilà, on coécrivait ensemble, on travaillait à ce que vraiment le sujet du film il soit pas enfermé dans un récit qui n'intéresserait que la communauté turque, mais qui mhm. intéresserait la société française dans son ensemble et qui aurait un côté universel. Voilà, c'est peut-être sur ces moments-là où moi, ça m'a beaucoup aidé aussi à ne pas rester cloîtré sur des points culturels, parce que moi, ce qui me paraît évident en étant franco-turc ne l'est pas pour ceux qui ne le font. Et je le réalise pas forcément au moment où j'écris. Donc, c'était vraiment très intéressant pour moi d'avoir un peu ce recul. C'est là où je dirais on n'a pas eu voilà, on n'était pas d'accord. Il y a pas eu vraiment je dirais pas, enfin, j'ai pas souvenir de moments où on était vraiment pas d'accord et sur lequel on est parti dans un sens ou dans l'autre. On était vraiment sur plein de choix, d'idées, etc. Dans l'écriture, on discutait, on se comprenait. Des fois, il y avait des idées qu'on laissait tomber, peut-être des idées que j'ai apportées qui ne fonctionnaient pas vraiment, et des idées, enfin, dans le sens inverse aussi. L'intérêt pour nous, c'était d'avoir un scénario qui nous satisfaisait tous les deux, dont on était fiers aussi, qu'on pouvait vraiment assumer en le présentant, Mhm. dans ce que ça raconte, etc. Et ça, je pense qu'on l'a réussi en tout cas. Il y a un détail dans le film qui, pour moi, condense tout en un mot le prénom du personnage de Mhm. Mustapha Mathieu. Ce prénom, c'était là dès la première version du scénario ou c'est venu en cours de route? Oui, c'était présent dès le départ. Moi, j'avais envie d'un prénom turc qui fasse très turc, cependant français, un prénom français qui fasse très français, Mathieu, mais effectivement. qui commence par la même lettre. Donc il y avait cette idée, Ah. parce que si on s'appelle Mustapha, prénom français, souvent on cherche un peu le prénom qui va s'en rapprocher ou qui Oui, va. oui, souvent dans la pratique, ça répond à la réalité. Ouais. Parce que moi, quand je suis devenu français un peu sur le tard. Euh, Mhm, Comme je suis né en Turquie, j'ai pas eu la nationalité d'office. J'ai pas bénéficié du droit du sol. Donc j'ai fait une demande de naturalisation et lorsque je suis devenu français, j'avais à peu près 20 ans, j'ai changé mon prénom français. C'est dans mhm, l'informatique, on me connaît par un prénom français mhm, et dans le cinéma, dans ma vie personnelle, par mon prénom turc. Donc j'ai un peu expérimenté aussi cette double facette de cette double vie. Voilà, donc c'était intéressant de le poser aussi dans le film et de montrer comment le personnage navigue entre ces deux mondes. exactement. Ce qui m'a aussi beaucoup plu, c'était le choix des musiques. Mm. Puisque voilà, comme j'ai vu que enfin, tu as écrit le scénario avec un co-auteur, Oui. du coup vous étiez à deux, mais quand j'ai regardé son nom, son prénom, je me suis dit voilà, ce choix de musique, c'était très, c'est- ça reflétait beaucoup l'âme à la diaspora, enfin Mm. les musiques de ce qu'on peut appeler les gurbetçi aussi, Oui. en turc, des personnes qui vivent loin de leur pays. Je voudrais bien savoir comment vous avez pu faire le choix des chansons, des musiques. Alors il y a deux chansons qui existaient déjà qu'on a réutilisées dans le film. Une chanson de Kaya Suakyo qui est un peu fait le démarrage du film. Moi, j'avais envie d'ancrer le film dans une réalité où le personnage voilà écoute des chansons turques auxquelles aussi les spectateurs franco-turcs turcs peuvent faire référence pour dire voilà on va Mhm, parler d'un film qui est de notre actualité, de notre monde à nous. Donc il y avait cette envie. mhm, Et on clôture le film avec une chanson qui existait déjà d'un groupe turco-canadien qui s'appelle Minor Empire, mhm.
chanson qui s'appelle Yurtsus et qui Mhm. raconte justement, on a fait le choix de ne pas sous-titrer les paroles à la fin pour laisser la place à l'image, mais les paroles parlent d'un personnage qui veut chercher sa place dans l'exil et qui finit par tout détruire autour de soi. Donc, on trouvait que Hmm. c'était parlant par rapport à ce qu'on raconte aussi un peu dans le film. Et sur les musiques originales, j'ai travaillé avec Emrah Kaptan, avec qui j'ai déjà collaboré sur, hormis le court-métrage que j'ai fait en Turquie, sur tous les autres courts-métrages. Mhm. Et lui, qui est aussi franco-turc, qui a grandi en France, qui a fait le conservatoire et qui a aussi composé, interprété plusieurs albums solo. Et voilà, j'aime à dire que lui, il fait dans la musique ce que moi j'essaie de faire dans le cinéma, dans le sens où c'est vraiment une rencontre culturelle entre son identité française et son identité turque dans sa musique. Mhm. Et pour la musique du film, on a essayé de trouver ça. Il y a un instrument qui représente un peu le côté français de Mathieu et un Mhm. instrument qui va représenter le côté turc du personnage. Donc il y a la guitare un peu classique pour le côté français et le saz, Mhm. vraiment un peu plus aigu pour son côté turc. Et toute la musique du film est un peu un dialogue entre ces deux instruments. D'accord, bah enfin, heureusement que j'ai posé cette question parce que comme depuis pas mal d'années, les covers des chansons, des chansons qu'on appelle turques en Turquie, qui sont chantées, enfin qui sont sorties de façon anonyme et qui sont dans la bouche de tout le monde. Ouais. Et comme il y a des covers qui ont été faits, je me suis dit que tu voulais donner une image plus moderne. Mais finalement, toi, pour accompagner ton scénario, c'est ce côté mélange Oui, Occident-Orient. D'accord, oui, effectivement. vraiment, on a traversé des chemins, cette double identité. Après, on a eu la chance dans le film d'avoir Gülay Hacer Turuk qui chante Yüksek Yüksek Tepeler. On a une séquence de Knight, donc qui nous a fait le C'était, oui. plaisir de sa participation et j'en suis très très heureux. Et voilà, on avait envie de retrouver un peu les chansons, les musiques un peu qui nous rassemblent aussi dans la communauté. Ce qui rend très réaliste aussi ton film, c'est le fait de travailler avec des gens qui ne sont pas des vrais acteurs, hein, qui sont des Ouais, gens de la communauté que moi-même j'ai reconnus d'ailleurs, et j'ai trouvé que c'était un très bon choix. Bon, j'ai bien compris que ces personnes sont proches de toi et ils étaient très motivés pour t'accompagner. Tu as eu cette idée d'où est-ce que ça a été difficile de les convaincre à se mettre derrière ta caméra, même si bon, on les voit plus en arrière-plan? Parce oui, que j'ai trouvé ça très fascinant et en même temps un projet un peu loin de moi puisque c'est très artistique. C'est un film qu'on va voir au cinéma, donc c'est extraordinaire. Mais en même temps, des gens que je vois depuis mon enfance, ça m'a fait vivre des émotions très uniques. Du coup, voilà, comment oui. tu as réussi à les convaincre? Sur toute la figuration, c'est vrai que j'ai vraiment puisé dans un vivier autour de moi, notamment à la ville. Où on a grandi ensemble aussi, en tout cas où j'ai grandi. Et vraiment, ils étaient tous très motivés, très curieux, et ils voyaient l'importance aussi, voilà, pour moi, de ce projet, de la concrétisation de ce Mhm, projet. Ils avaient envie d'aider à leur manière. Du coup, quand je leur dis, écoutez, moi j'ai besoin de vous pour faire vivre la communauté, et ils sont venus sans sourciller. Enfin, vous savez, c'est dans le nord de Paris. On a tourné à Rungis, qui est dans le sud de Paris. C'était voilà 2 heures et demie de voiture. Et ils sont pour les séquences de Bayram, voilà, de l'Aïd dans le film. On a tourné quasiment toute la journée, donc c'était assez fatigant pour elles, enfin pour toutes les femmes qui ont participé à ces séquences et les hommes aussi. Et voilà, personne ne s'est plaint et ils étaient vraiment très très contents de participer à cette expérience. Donc c'était vraiment un chouette moment à vivre collectif. Après, sur certains comédiens, on est allé chercher aussi des comédiens qui venaient du théâtre franco-turc, mhm, mais il y en a aussi pour qui c'est leur première expérience de cinéma ou de théâtre tout court, notamment celui qui interprète le père de Abdullah, mhm. qui est avocat de profession, Ramazan Öztürk, voilà, qui était très convaincant sur les essais et qui a Ah participé. oui, du coup, oui, il a vraiment un personnage très différent d'un Oui, avocat finalement. oui, oui.
c'était assez intéressant aussi de lui faire lire le scénario. C'est un avocat pénaliste, lui, mais de voir à quel point on avait réussi à écrire un scénario réaliste. Mais aussi, nous, on Mhm. l'avait fait lire le scénario à des avocats d'affaires, etc., qui nous avaient fait des retours. Et c'était assez intéressant. Ouais. Il a dû jouer un personnage qui perd au prud'homme parce qu'il s'est mal défendu selon les propos d'Abdullah. Donc, très Euh, intéressant. ouais. Est-ce qu'il t'arrive de te sentir, toi, comme Mathieu, tiraillé entre deux mondes, ou est-ce que le cinéma, c'est justement ta manière à toi de ne pas avoir à choisir? Oui, enfin, moi, voilà, je suis issu d'une génération qui est née en Turquie, qui a grandi avec un titre de séjour, donc Mhm, je n'ai pas grandi comme Français. Donc, quand je suis devenu Français, pour moi, c'était voilà, plus un contrat civil avec la France. J'en suis très heureux. mhm, Mais l'appartenance à la nationalité française, etc., bon, c'est toujours quelque chose qui me questionne. En tout cas, je pense voilà, n'être ni complètement français, ni complètement turc. mhm. Et j'aime bien écrire des scénarios, ou pour écrire des scénarios qui partent un peu de mes angoisses. Et la fameuse question de se dire, et si telle chose arrivait, comment je ferais moi? Et souvent, Si deux pays se battent, des choses comme ça, font la voilà, guerre. souvent des histoires qui ne se finissent pas forcément bien. C'est Oui. un peu pour cristalliser un peu ces angoisses-là que je fais des films. Et voilà, j'avais envie de questionner mon rapport à la France, de questionner mon rapport à la communauté turque, à travers un personnage qui fait pas forcément les bons choix aussi dans le film. Donc c'est ça qui Mhm, m'intéressait aussi de traiter. Moi, personnellement, là, je reste un peu entre deux. Je suis très heureux de vivre en France. J'ai fait un stage pendant mes études à Istanbul, en mhm, Turquie. J'ai compris que j'étais plus à l'aise en France, personnellement, mhm, que je me voyais plus vivre en France qu'en Turquie, parce que j'avais mhm. vécu en France. Donc, il y a des choix qui se dessinent comme ça dans ma vie personnelle. Mais c'est vrai qu'on est toujours un peu entre deux. Enfin, souvent, pour des gens, pour des Français, on va être plutôt le turc. Pour des Turcs, on va être le français. Et donc, ça, c'est des Mhm. choses qui vont malgré tout revenir ici et là. Donc, sur le choix de dire est-ce que je suis français, turc, moi, je fais le choix de ne plus trop me poser la question et de Mhm. trouver un peu le chemin où là où je serais le plus heureux, où là où me sentirais. Mhm. Mais au quotidien, parler deux langues, avoir deux visions culturelles, en réalité, ça apporte une richesse, mais souvent, on va aussi questionner le côté de ne pas trouver sa place, d'être un peu voilà, tiraillé entre deux mondes. Toi, enfin, évidemment, ça peut pas être une réponse absolue, mais aujourd'hui, à l'heure à laquelle on se parle, toi, tu vis cette double appartenance comme une richesse ou plus comme quelque chose qui affaiblit ton existence? Donc, pour moi, c'est une grande richesse. Là-dessus, il n'y a aucun doute. En tout cas, il y a une charge mentale de vivre avec une double culture, enfin, Mhm, mais personnellement, la richesse que cela apporte surpasse de loin, on va dire, le fardeau de porter une double culture, voilà, de se questionner sur ces choses, la charge mentale de se questionner sur ces choses. La richesse surpasse de loin. Moi, mes enfants, ils portent un prénom turc, on leur parle en turc, ils parlent turc et français. Donc, moi, j'ai envie aussi de transmettre cette richesse mhm. à mes enfants qui sont nés en France. Et je considère que voilà, ça doit rester une grande richesse à transmettre. Donc, non, je suis très heureux d'avoir cette double culture. Et voilà, j'essaye comment dire, de le vivre pleinement. Euh, Quand tu as, avec Ludovic Duclari, bien sûr, quand vous avez travaillé sur la mise en scène, enfin la mise en écriture plutôt dans Matthieu, quelle part, toi ou Ludovic Duclari, ça faisait partie de vous et quelle partie vous l'avez inventé pour peut-être rendre le film plus attirant? Est-ce que voilà, il y a eu une partie qui est naturelle et une autre partie Mhm. inventée? toute la, toute la dimension de partir d'une communauté, d'en sortir, d'en faire autre chose. Moi, je l'ai vécu personnellement avec la communauté turque, mais Ludovic l'a vécu aussi personnellement. Lui, il est issu d'une famille assez catholique, conservatrice, et donc il est devenu scénariste en faisant, voilà, en exerçant un métier quand même qui sort un peu des sentiers battus. Donc il a vécu, lui, cette mobilité sociale aussi à son niveau. Donc, on se retrouvait beaucoup sur ces questions
de transfuge de classe, de mobilité sociale. En cela, pour lui, ça a été un film aussi très personnel dans l'écriture. Là où on s'est vraiment éloigné de nos propres vécus pour construire un monde à part entière, c'est toute la dimension politique, juridique du film. En écrivant un avocat d'affaires, on savait, Mhm. voilà, on n'est ni l'un ni l'autre juriste, ou on n'est pas avocat, donc on a construit un personnage, tout un monde des affaires, un monde du travail de Mathieu, bien sûr en se documentant beaucoup, en faisant beaucoup de recherches, en rencontrant des avocats d'affaires qui travaillaient aussi avec le Parlement européen. Donc ça, c'est tout un Mhm. travail de recherche et d'écriture fictionnelle pure Mhm. qui nous a aidé à construire un peu toute cette histoire de corruption à travers avec le Parlement, etc. En faisant tout ce travail de recherche. Donc, je dirais toute la dimension juridique du film, politique du film, était plus on était déjà plus dans la fiction. D'accord. Bon, comme beaucoup de personnes, moi aussi, je pense que écrire, produire, soit de la littérature, soit de l'art, c'est une sorte de thérapie. Est-ce que faire ce film t'a réconcilié avec quelque chose? Je sais pas, il m'a conforté sur une chose, de faire ce film, évidemment. Enfin, c'est un premier film, c'est un premier long métrage. Il m'a conforté en tout cas dans ma capacité, point de vue purement artistique, d'arriver à passer au long métrage et puis de pleinement pouvoir me dire que je suis aussi Mhm. là, voilà, dans ma tête, psychologiquement, ça me fait passer aussi un cap d'arriver un peu à briser disons, ce premier plafond de verre du passage du court au long métrage. Après, personnellement, plus intimement, euh, j'avais envie d'être, en faisant ce film, parce que qui soulève aussi des questions sur notre place en France, en étant issu de la communauté turque, j'avais envie que ces questions-là soient comprises aussi dans la communauté et que j'avais quand même envie qu'on ait le sentiment d'une certaine justesse, une certaine sincérité dans mon approche communauté. Et voilà les différentes avant-premières qu'on a eues, les différentes associations qui sont venues, des personnes que je ne connais pas forcément personnellement qui sont venues me voir, qui ont trouvé le film assez juste. Ça m'a conforté dans l'idée que voilà, j'avais réussi à parler de la communauté, en tout cas c'est le sentiment que j'en garde, de façon assez sincère, assez aussi un peu nostalgique d'une période de mon enfance, etc. Et d'avoir réussi à retranscrire quelque chose de assez touchant. Donc voilà, ça fait partie des choses que je garde de ce film-là. Alors, sans trop spoiler, mais je vais quand même donner un petit indice. Quand le personnage d'Abdullah, je pense que c'était dans l'ascenseur avec Mathieu, il dit non, mon père, il a perdu au prud'homme parce qu'il a mal préparé son dossier ou il s'est mal défendu. J'ai trouvé ça très pertinent parce que, bon, évidemment, moi aussi, il y a beaucoup de moments où je me questionne et Mhm. je trouve que ça, c'était très réaliste puisque, d'une part, évidemment, la discrimination pour l'étranger d'un pays existe partout. C'est en ce sens que ce film était aussi très universel, puisque voilà, d'ailleurs, tu as dû lire dans mon article aussi que c'est vraiment universel, c'est-à-dire ce film tourne avec un doublage en Espagne, au Brésil, ça va bien, il y a beaucoup de personnes qui vont s'approprier des détails. Mais c'était très réaliste parce que dans un pays comme la France, où bon, c'est quand même, enfin, il y a quand même des principes de base juridiques qui sont solides et souvent, quand on s'y prend bien, enfin, on a peu de chances d'être discriminé. Je ne dis pas que ça n'existe pas, mais voilà, on est quand même chanceux. Et je pense qu'Abdullah, en ce sens, ça m'a beaucoup touchée parce qu'effectivement, il dit la vérité à mon avis et en même temps, en étant quelqu'un d'origine turque, il croit toujours à cette justice qui Oui, peut exister justement dans le pays dans lequel il vit. J'ai trouvé ça très pertinent. oui. Ton film, Hussein, est traversé par une question d'ailleurs que je trouve presque philosophique. Mathieu n'est jamais tout à fait d'un côté ou d'un autre, sur un seuil, comme j'aime bien l'exprimer, en permanence. Est-ce que Mathieu doit forcément choisir un camp ou est-ce que ton film défend le droit de rester entre les deux? C'est vrai que Mathieu, il fait des choix dans le film où il essaye de préserver ses acquis,
en essayant de convaincre Abdullah de jeter l'éponge sur sa quête de justice légitime, en peignant un peu le portrait d'un personnage qui fait pas forcément les bons choix et qui s'enfonce là-dedans. Mhm. Mathieu, je voulais questionner de notre rapport à l'équilibre qu'on essaie de trouver entre ces deux mondes. Personnellement, voilà, à travers ce film, je ne dis pas que c'est la seule façon de faire, qu'il faut Mhm. nécessairement faire des choix immoraux pour garder ses acquis, etc. C'est vraiment voilà, un parcours possible. Et je pense qu'il y a un équilibre possible dans tout ça. Mhm. Je pense que après, lorsqu'il y a des conflits d'intérêts, en effet, comme ce qui se passe dans le film, les questions de pouvoir, d'acquis, de privilèges se posent. Mais je pense aujourd'hui en France, on a la possibilité de chercher un équilibre, de garder la richesse de notre culture d'origine et de pleinement trouver sa place dans la société en France, dans son parcours professionnel, quel qu'il soit. Je pense que c'est tout à fait possible. Pour moi, c'est le parcours d'intégration en France, Mhm. moins d'assimilation, qui pour moi, voilà, en tout cas pour moi, l'assimilation reviendrait plus à estomper ou renier un peu notre culture d'origine. Là, avec ça, enfin, je suis moins d'accord avec ça. Moi, je suis plus pour l'intégration et je pense que c'est possible. Après, c'est vrai que dans le contexte actuel en France, c'est aussi de plus en plus difficile. Je trouve que voilà, une discrimination systémique et raciale en France qui existe et qui est peut-être de plus en plus forte. Donc, cet équilibre-là devient de plus en plus difficile à tenir. Il faut plus de résilience, je pense, pour pouvoir la tenir. Mais en tout cas, je me dis, voilà, c'est possible et il faut tenir tête et il faut y arriver. Mhm. Je te remercie pour ces réponses. Je veux maintenant parler un peu de la mise en scène et des comédiens. Visuellement, on sent les deux mondes de Mathieu dans le film, la chaleur, la musique, la lumière d'un côté et la froideur feutrée du cabinet parisien de l'autre. Comment tu as travaillé cette grammaire visuelle avec ton chef opérateur? Donc, on a beaucoup travaillé l'image, la mise en scène aussi avec Romain Le Boniec, avec qui, le chef opérateur, avec qui j'avais travaillé aussi sur mon dernier court-métrage. On avait fait notre dernier court-métrage ensemble. Et il m'a suivi sur le long métrage, en même titre que l'ingénieur du son, Jérémy Verneret, la chef d'écho, Elsa Strum. Donc, on a vraiment continué un peu cette collaboration sur le long métrage. Et il y avait en effet cette envie de retranscrire deux mondes assez distincts, même visuellement assez différents, et sur toute la partie, tous les décors, toute la partie de la communauté turque, je voulais vraiment qu'on ait une image presque qui vient un peu du passé, de nostalgie. Parce que pour Hmm. le personnage de Mathieu Mustapha, quand il va chez ses parents, la première chose à laquelle il pense, c'est son enfance. Donc c'est un peu le retour à l'enfance. Donc on avait envie de retrouver un peu cette image un peu poussiéreuse aussi, Mhm. presque un peu plus jaune que enfin, le monde politique. Et donc, il y avait toute une image presque documentaire, plus dans la réalité que le monde politique. Et dans le monde politique, en effet, on est un peu plus froid, on est un peu plus dans plus de contraste, Mhm. où l'image est plus enfin, nette, plus carrée, plus actuelle. Et on voulait un peu poser un peu ces deux mondes dans presque deux temporalités différentes pour le personnage, en tout cas psychologiquement dans sa tête. Et c'est en ce sens qu'on a voilà, développé la mise en scène. Et le film commence sur des plans très fixes, où le personnage est en pleine maîtrise aussi de son monde, de son univers, de son travail. Et petit à Mhm. petit, on va être de plus en plus à l'épaule, l'image de plus en plus, on va dire, tremblante pour suivre un peu ce personnage qui est dans une fuite en avant où justement il perd le contrôle sur la situation et il essaie de rattraper tant bien que mal. Donc il y avait ce double langage en termes de mise en scène au niveau des ambiances qu'on essayait de retrouver et de notre façon de filmer un peu les séquences, les personnages qui nous ont aidés à mettre en scène le film.
Dans ton casting avec Lionel Erdogan dans le rôle principal, Charles Berling, Lubna Azabal, Metehan Aygun, il y a des comédiens confirmés et des visages nouveaux. Comment tu as dirigé cet équilibre entre les nouveaux visages et les confirmés? On avait lancé un grand casting presque un an et demi avant le début du tournage du film pour trouver un peu, construire un peu ces personnages. Et pour moi, c'était très, très important que tous les personnages franco-turcs soient campés par des personnes issues de l'immigration turque. Donc pour moi, ça, c'était très important. Et donc, Mhm. ça m'a permis de rencontrer de nouveaux comédiens que je ne connaissais pas avant. Metehan Aygün, moi, je ne le connaissais pas avant. Il nous a voilà, bluffé pendant les essais, le processus du casting. Quand nous avons on a rencontré Hatice Özel qui vient du théâtre, que j'avais vu au théâtre, que voilà, je trouve très talentueuse dans tout ce qu'elle fait. Elle a fait une pièce sur son rapport aussi à son père, qui est musicien, qui joue du saz, etc. Donc il y avait toute une dimension très intéressante. Et comme tu dis, il y a de nouveaux visages aussi, Ramazan Öztürk, qui nous a rejoints. Nous, une chose que j'avais pendant tout le casting, tout le processus de casting, avec tous les comédiens qu'on a rencontrés, avec qui on a fait des essais, Lionel était avec nous. Donc il donnait la Mm. réplique. On avait beaucoup de chance, il a été d'une grande générosité Mm. en donnant de son temps pour tous ces essais. Et à chaque fois qu'on faisait des essais, on essayait des choses aussi, nous, on testait certains dialogues. Et donc nous, ça nous a vraiment permis, sur presque un an de casting, de construire avec Lionel son personnage. Après, tous les comédiens qu'on a choisis pendant les essais, il y avait déjà des choses qu'on essayait qui étaient là. Et ensuite, on a fait des lectures avec les différents comédiens. Et moi, voilà, il y a une chose que je disais toujours aux comédiens professionnels ou on va dire débutants, en tout cas pour qui c'était la première expérience, c'était il faut toujours privilégier la clarté au confort. C'est-à-dire, Mhm. ça peut être inconfortable, surtout voilà, aux réalisateurs que je suis, de dire ce qu'on pense ou de poser des questions, etc. Et je leur disais, faut pas hésiter à poser des questions ou d'exprimer si ce n'est pas clair, parce que c'est ça qui va nous faire avancer. Donc ça nous a vraiment permis avec chaque comédien aussi de co-construire un peu son personnage, peut-être d'ajuster des Mhm. dialogues ou enlever certains dialogues qui sonnaient moins bien. Et après sur le tournage, moi ce que j'aime beaucoup faire, c'est je ne cherche pas le mot à mot dans le dialogue. C'est-à-dire que je dis aux comédiens, voilà, approprie-toi le dialogue. Ce qui est important, c'est ce que dit le sens du dialogue. On peut Mhm. changer des mots, on peut changer même la phrase, et parce que des fois, le comédien, voilà, dans sa bouche, une autre phrase va mieux coller, ça va être plus Oui. naturel. Donc, il y a eu des moments où les comédiens se sont vraiment appropriés aussi les dialogues, et ça a donné toute la véracité sur le tournage. Voilà. Tout ça mis bout à bout, ça nous a permis d'avoir le résultat qu'on a eu. En tout cas, je suis très très content de tous les comédiens et de toutes les prestations qu'on a eues, ce qui a donné le résultat du film. En tout cas, le public doit le ressentir. Il y a une autre chose qui m'a beaucoup marqué dans ton film. Mathieu vit tout en silence. Quand il est dans la voiture, quand il fait son sport, quand il écoute sa musique. Mais son silence pèse. Il témoigne de la lourdeur de ce qu'il porte. Et ça, c'est très cinéma français. Ouais. Cette pudeur, cet art du non-dit qui donne Ouais. des frissons sans jamais nommer l'émotion. Et en face de lui, il y a Abdullah, un personnage à fleur de peau. Et là, on retrouve la force du cinéma turc, des séries turques, l'émotion qui s'assume pleinement, qui se dit, qui se partage. C'est ce qui les rend si attachants. J'ai le sentiment que ton film marie ces deux profondeurs, Ouais. celle qui tait et celle qui déborde. Alors, ma question est celle-ci. Est-ce que Abdullah, c'est le miroir de Mathieu? Tout ce que Mathieu a enfoui et qu'il le garde en face avec le personnage d'Abdullah. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, non, c'est très marrant ce que tu dis parce que c'est vrai que c'est très juste. Et c'est vrai que j'avais pas, jusque-là, j'avais pas eu cette réflexion consciente, en tout cas, de cette dissociation. C'est vrai, et c'est vrai, Mathieu qui est plus silencieux, qui est plus renfermé, et Abdullah qui va être plus dans l'émotion, plus expressif, en tout cas, qui va chercher à s'exprimer pendant tout le film.
Oui, c'est vraiment deux personnages assez radicalement différents. J'aime penser que Abdullah, c'est peut-être Mathieu s'il était resté dans la communauté. S'il n'en était pas, Mhm, et si, voilà, ce n'est pas forcément une nécessité pour trouver sa place dans la société, mais comme Abdullah, s'il n'avait pas fait ses études, etc., et qu'il était resté dans la communauté, il aurait été peut-être comme Abdullah. Donc, il y a cette fracture aussi sociale qui est présente. Il y a une fracture aussi générationnelle entre les deux personnages. C'est mhm. qu'Abdullah est né en Oui. France. Et donc, quand il dit je suis français dans le film, il le dit, il dit moi, je suis français, je suis chez moi. Il a raison de le dire et de le revendiquer. Là où Mathieu, il est venu après, il est né en Turquie, et donc lui, il n'a pas le même rapport à la France. Donc, c'était intéressant de construire un peu ces deux facettes d'un même personnage, quelque part. Et quand on a coécrit ça avec Ludovic, on avait vraiment envie de trouver, en écrivant Abdullah, un alter ego à Mathieu, venir un peu de la communauté qui va venir le chercher, presque remettre en question tout ce que Mathieu a construit. Donc il y avait cette idée vraiment de créer deux personnages assez différents, mais qui racontent notre communauté, notre place en France de deux façons différentes. Le cinéma turc rayonne depuis quelques décennies à l'international, comme tu peux savoir, avec Nuri Bilge Ceylan qui a le Palme Mhm. d'Or, Fatih Akın l'Ours d'Or à Berlin. Il y a Deniz Gamze Ergüven qui a été césarisé pour Mustang. Toi, tu te sens appartenir à cette constellation ou tu traces ta propre route? C'est très flatteur voilà, d'être évoqué parmi tous ces grands cinéastes moi, pour lesquels j'ai beaucoup d'admiration. Ouais, c'est très dans le milieu du cinéma, c'est pas évident de durer dans le temps aussi. Enfin, eux, ils Mm. arrivent avec beaucoup de talent et à raison. Hein. Moi, je reste, disons, concentré sur l'envie de continuer à raconter des histoires Mhm. et de faire d'autres films aussi. Après, je me dis que voilà, ma carrière, c'est une carrière très éphémère et j'accepte si un jour, voilà, faire un film, ça prend du temps, on passe beaucoup d'années, ça peut prendre 5 6 ans pour monter un film, etc. J'accepte l'idée que peut-être, voilà, est-ce qu'il y aura d'autres films ou pas? En tout cas, on va y travailler, mais en tout cas, je vis l'expérience de ce parcours cinématographique pleinement et comme elle vient. Donc, je me dis pas que voilà, j'aurai un parcours, je ferai plusieurs films, on va essayer, mais en tout cas, c'est une expérience, on va dire, éphémère que j'essaie de mener et de prolonger autant que possible. Autant que possible. Ouais, Tu dis que tu acceptes si ça s'écourte, mais ton objectif, c'est de durer. ouais, et je pense que c'est tellement compliqué d'arriver à voilà à faire en sorte que les forces s'unissent, que bon financement au bon moment. Enfin, on est très tributaire de plein de décisionnaires aussi. Il faut beaucoup de force, beaucoup de résilience si on y travaille. Mais faire un premier film n'induit pas la possibilité forcément d'en faire un deuxième, etc. De conduire. Tout à fait. Ce qui est frappant, c'est qu'en Allemagne, on a vu émerger toute une génération de cinéastes turco-allemands et la France a tardé quand même sur ça. Est-ce que ton film, même si tu dis que ton expérience peut être éphémère, est-ce que ton film ouvre quand même une porte? Tu dois quand même interagir avec des gens de plus en plus que tu rencontres le public à travers la diffusion de l'avant-première de ton film. Est-ce que derrière toi, voilà, est-ce que ton film ouvre une porte et est-ce que derrière toi, il y a une génération franco-turque que tu as pu voir, qui écrit, qui filme, qui produit un peu en amateur pour l'instant? Oui, alors la production, on va dire, franco-turque, elle est assez riche, principalement dans le court-métrage, mais il y a plein d'amis aussi réalisateurs qui écrivent du long-métrage et qui sont en développement de projets de long-métrage qu'on espère aussi voir voilà, tourner bientôt. Donc, c'est vrai que ce film-là, sur la question de la communauté turque en France, c'est un peu inédit. Et c'est vrai que ça permet peut-être aux gens de se dire que voilà, c'est possible aussi d'arriver
à aller jusqu'au bout d'un projet de production et que le film sorte au cinéma sur la communauté. Peut-être que ça peut donner un déclic où les gens peuvent se dire, OK, en fait, il y a de la place aussi pour nos histoires, nos récits, ça peut motiver des gens à vraiment persévérer dans l'écriture, dans la réalisation. En tout cas, moi, je reçois beaucoup de messages enthousiastes aussi de jeunes auteurs-réalisateurs que je connaissais pas forcément, qui ont un projet d'écriture, qui m'écrivent, etc. Récemment. Et c'est un vrai plaisir aussi de voir que il y a un vrai vivier aussi, et une vraie motivation. Mhm, Je pense en cela, ça peut avoir un déclic où on se dit, OK, en fait, c'est possible. mhm. Donc ça, c'est toujours positif d'en avoir la confirmation. J'espère que ça va ouvrir la porte à d'autres récits. Entendu. Maintenant que voilà, c'est à l'écran au cinéma le 12 août et un deuxième long métrage, est-ce que tu as déjà une idée pour ton deuxième long métrage? Est-ce que tu souhaites euh, euh, le faire pour la télévision, pour le cinéma? La Turquie aussi est possible puisque voilà, c'est un secteur très actif. Est-ce que tu as des idées qui ont commencé un peu à se concrétiser? On coécrit encore avec Ludovic un film qui serait potentiellement le deuxième long métrage, mais voilà, c'est vraiment on est vraiment au début de la réflexion, on commence à poser un peu des personnages, mais j'ai cette envie de continuer à faire des films pour le cinéma. On a quelques idées de projets de séries en France qu'on aimerait aussi avec le Ludovic ou seul. En tout cas, je ne reste pas cantonné à un format particulier. Mais sur la question de la Turquie, j'ai pas nécessairement envie de faire un film qui se passerait uniquement en Turquie sur, on va dire, pour faire simple, des Turcs de Mhm. Turquie, parce que je me sens pas aujourd'hui légitime à raconter comment on vit en Turquie, dans le sens Oui. où je n'y vis pas. Pour moi, la question de la légitimité, elle est au cœur de mon travail d'écriture, et je me vois pas dire aux Turcs de Turquie, voilà votre réalité. Voilà comment vous vivez, voilà vos problématiques. Mais voilà, il y a des questions comme ça, moi, qui me travaillent aussi. Je ne sais pas si ça en fera un film, mais sur la question du retour définitif des Mhm. Gulbenkian, qui est un sujet très actuel, aussi des jeunes générations qui font un retour définitif en Turquie depuis la France. Voilà, ça, c'est des questions qui m'intéressent davantage parce que ce qui me touche personnellement. Et là, si je devais faire un film en Turquie, ce serait avec un point de départ en France. En tout cas, aujourd'hui des questions qui me traversent. Je ne sais pas si ça fera un film, mais c'est en tout cas des thématiques sur lesquelles je réfléchis. Effectivement, quand on a un vécu, en tout cas dans un premier temps, ça se consolide plus facilement. Peut-être dans l'avenir, tu peux aussi te sentir plus à l'aise à être le réalisateur d'un film, d'un scénario qui est écrit dans une Oui, autre culture, par exemple. tout à fait. Enfin, moi, j'aimerais beaucoup un jour réaliser un film, un scénario écrit par un autre. Enfin, ça doit être aussi une expérience très différente et assez riche aussi à expérimenter. Donc, voilà, on va essayer d'avancer, voir quelle autre pierre on peut poser par la suite. Mais c'est sûr que ça donne envie de raconter plein d'autres histoires. Est-ce que, avant de se quitter, tu as deux films à nous citer, l'un turc, l'autre français, que tu conseillerais à notre spectateur? Pour rester En dehors du tien. Alors, allez le voir le 2 août. Mais pour rester un peu dans la thématique de ce film, bah, il y a le film français. Moi, j'aime beaucoup De battre mon cœur s'est arrêté de Jacques Audiard, que j'ai cité tout à l'heure, mais qui est vraiment une très belle référence, qui est un très très bon film que voilà, j'incite tout le monde à regarder. Ou du même réalisateur, il y a Un prophète qui est un super film qui a permis à Tahar Rahim d'être révélé. Et en film turc, moi j'aime beaucoup le cinéma de Emin Alper, Mhm. qui a aussi un prix, un ours d'argent à Berlin cette année. Enfin, un film que j'ai pas encore eu l'occasion de voir, mais ça,
France bientôt. Son film qui s'appelle Abluka en turc, je crois Frenzy en français, en anglais, qui est un film assez politique sur la Turquie, mais qui est très très fort, très très prenant, que je recommanderais voilà, à chacun de regarder. Merci Hussein, merci infiniment pour cet échange, pour ta générosité et pour ta sincérité. Merci, Une merci. affaire turque, c'est en salle le 12 août. Allez-y et vous verrez, c'est un thriller qui se tient, un film qui vous reste. Quant à nous, on se retrouve très vite sur PTV pour de nouvelles rencontres. À bientôt. Merci beaucoup. Merci.